Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Nous ferons un focus sur un rapport publié récemment par Afrobaromètre. Le dit rapport fait l'état des lieux sur la séparation des différents pouvoirs au Togo. Les précisions dans cette édition. Puis nous parlerons pêche illicite non déclarée, non réglementée. De nouvelles dispositions sont en vue pour arriver à contenir au mieux cette pratique. Au-delà de nos frontières, non, non et non, je ne laisserai pas mon nom sali sans me battre. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Il a déposé un recours pour prendre part aux élections du 2 septembre prochain. Au Soudan, une nouvelle trêve de 24 heures sera observée à partir de ce samedi. Une décision sur laquelle s'est convenu forces armées soudanaises et forces paramilitaires, tous deux en guerre. C'est tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous, les précisions, c'est dans un instant. Le Togo peut-il espérer une réintégration à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives? En tout cas, les avis restent partagés sur la certitude, même si le pays vient de publier le rapport qui a valu son exclusion provisoire de l'initiative. Les explications de Kofi Kligué. Le Togo a été suspendu provisoirement de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. C'était le 1er février 2023. Une suspension justifiée par le retard de publication de son rapport Exercice 2020. Enfin, ce rapport est disponible en ce mois de juin. Le document concerne l'exercice fiscal du 1er janvier au 31 décembre 2020. Selon le rapport, le pays a réalisé une recette totale de 17,53 milliards de francs CFA. Cette recette a contribué à hauteur de 1,5% au produit intérieur brut du pays PIB. Le secteur extractif a aussi créé des emplois estimés à 1,4%, augmenté les revenus de l'État à 2,5% et a représenté 13% des exportations au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Selon les tests de l'ITIE, il est exigé aux pays membres la publication des rapports exhaustifs incluant la divulgation complète des revenus de l'État issus des industries extractives ainsi que la divulgation de tous les paiements significatifs versés au gouvernement par les entreprises pétrolières, gazières et minières. Avec cette publication du rapport de 2020, le pays peut espérer une réintégration à l'ITIE. La séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires est un principe fondamental de la démocratie représentative. Au Togo, il est difficile de faire exactement la part des choses. Afrobaromètre a à cet effet sorti des conclusions d'une enquête sur la séparation des pouvoirs au sein du pays. Reportage. Il n'est pas rare de voir en Afrique le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif se tromper de mission ou de se rentrer dedans à des occasions. Afrobaromètre a enquêté sur le sujet et a publié les conclusions de cette enquête sur la séparation des pouvoirs au Togo. D'après les résultats de cette enquête, 67% des Togolais estiment que le président de la République a obligation de rendre régulièrement compte au peuple sur la gestion du pays. Cette même portion des citoyens togolais pense aussi que le chef de l'État doit toujours obéir aux lois que le pays se donne et aux décisions de justice, quelles qu'elles soient. Quant aux lois, 76% des Togolais veulent que ce soit le Parlement qui décide des lois sans tenir compte de l'avis du président de la République. Sur la gestion du pays, certains Togolais estiment que le président de la République doit régulièrement rendre compte au Parlement. Cependant, 33% des citoyens estiment que le président de la République ignore cette institution. Afrobaromètre est un réseau panafricain de recherche par sondage qui produit des données sur les expériences et appréciations des Africains sur la démocratie, la bonne gouvernance et la qualité de vie des populations. Dans le cadre du projet d'infrastructure et de développement urbain, le Togo va se doter dans les jours à venir d'un code de l'urbanisme et de la construction. Ceci pour relever les défis qu'occasionne la croissance urbaine rapide et non réversible. Promis Pomegbe pour le point. En solution aux conséquences qu'entraîne la croissance urbaine élevée et irréversible que connaît le Togo, dans les difficultés d'accès aux fonciers titrés, aménagés et équipés, au logement, la pauvreté, l'inefficacité énergétique et plein d'autres, les autorités ont initié depuis 2018 le projet d'infrastructure et de développement urbain.
L'objectif étant d'améliorer l'accès aux infrastructures urbaines, aux services de base et de renforcer la capacité institutionnelle en matière de planification et de gestion urbaine. L'initiative est censée permettre au pays de se doter d'un code de l'urbanisme et de la construction, afin de s'engager au plus vite dans la phase de définition des orientations et des préoccupations qui seront traduites en dispositions législatives et réglementaires. Les acteurs du secteur de l'habitat et du développement urbain ont procédé à une validation du document du rapport diagnostic du Code de l'urbanisme et de la construction. Il était question de porter un regard critique et rétrospectif sur le secteur de l'urbanisme et de la construction en mettant en exergue les dysfonctionnements, mais également les potentialités et les opportunités. Financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le projet d'infrastructure et de développement urbain, devant permettre d'éliminer l'extrême pauvreté et de partager la prospérité, est censé arriver à terme en cette année 2023. La pêche illicite non déclarée et non réglementée ne cesse de nuire aux efforts du gouvernement en matière de sauvegarde et de protection des écosystèmes marines et des ressources halieutiques. Face à ces différents constats alarmants, le gouvernement prend des initiatives pour lutter contre cette pratique. Le point avec Elodie Yenchabré. Fléau mondial, la pêche illicite non déclarée et non réglementée ne cesse de compromettre les efforts des gouvernements en matière de sauvegarde et de protection des écosystèmes marins et des ressources halieutiques. Au Togo, les dommages causés par la pêche illicite non déclarée, non réglementée au niveau social, économique et environnemental sont énormes. Selon la FAO, l'organisation onusienne en charge de l'alimentation, les pertes liées à la pêche illégale sont estimées à 23 milliards de dollars américains par an. Le fléau, qui représente près de 30% des captures, participe à la surexploitation des océans et à la destruction des écosystèmes maritimes. Le cas le plus récent concerne 2 pirogues qui ont été arrêtées en février 2023 pour l'utilisation d'engins prohibés. Face à ces constats alarmants qui ont des conséquences sur l'économie, le gouvernement et la société civile prennent des initiatives pour lutter contre cette pratique. Il s'agit notamment du renforcement des législations, la mise en place des dispositifs efficaces de contrôle des activités de pêche et l'instauration d'une loi sur la lutte contre la piraterie et les actes illicites de mer. À cela s'ajoute l'adhésion du pays à l'accord de la FAO de 2009 relative aux mesures du ressort de l'État du port et à la participation active aux activités du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée. Pour rappel, plus de 20 000 tonnes de poissons sont capturées chaque année au Togo. Le sous-secteur de la pêche emploie plus de 22 000 acteurs. Il s'est tenu ces 2 derniers jours à Lomé un atelier de consultation nationale au sujet du projet 1.0 du protocole ZLECAf sur le commerce numérique. Cette dernière a été organisée par le ministère en charge du commerce, de l'industrie et de la consommation locale. Le point de cette rencontre avec cet élément signé Nadège Arlidja. Contenant au total 50 articles rangés en 12 parties, le projet du protocole sur le commerce numérique de la ZLECAf, dénommé Projet 1.0, a récemment fait objet de consultation nationale. Le dit projet traite de l'importance du commerce numérique et porte sur un ensemble d'axes, à savoir la facilitation de cette dernière et l'accès au marché, le traitement des produits numériques, la gouvernance des données, les tendances émergentes, l'inclusion numérique de tout type d'entreprise, la confiance des entreprises et des consommateurs, l'assistance technique, le renforcement des capacités et coopérations, les technologies et l'innovation, le cadre institutionnel et bien d'autres. Initié par le ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale, l'objectif de cette consultation nationale a été de visiter les contenus du protocole dans le but de faire des remarques qui seront portées à l'endroit de la ZLECAf pour réadaptation éventuelle. Comme avantage, le dit projet va faciliter les négociations des droits et taxes de douane sur les transmissions et les produits électroniques entre le Togo et les autres pays. Pour rappel, le protocole sur lequel porte le projet 1.0 a été élaboré pour permettre de dégager les obstacles du commerce numérique et d'élaborer des règles claires et transparentes, prévisibles en faveur de tous les pays de la zone.
Actualité au-delà de nos frontières, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, ne laissera pas son nom être sali. C'est ce qu'il a déclaré ce jeudi en réaction à sa radiation de la liste électorale. Le président a d'ailleurs déposé un recours pour être inscrit et voter aux élections locales prévues pour le 2 septembre prochain. Les précisions. Radié des listes électorales, Laurent Gbagbo reste amer. L'ex-président ivoirien a déposé un recours alors qu'il est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest en 2011. Laurent Gbagbo, acquitté par la CPI de crimes contre l'humanité, a déclaré jeudi qu'il ne laisserait personne salir son nom. On m'a amené à la CPI, mais avec des tonnes d'accusations. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viol, tout ça, mais j'étais là. Donc je me suis défendu. Et j'ai gagné. J'ai été acquitté. Ici, clandestinement, on se cache et on me met sur le dos une accusation. Non, c'est trop politicien. Ce n'est pas digne d'être appelé un procès. Kono Bédié a œuvré pour laisser un pays stable aux générations futures. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, les présidents Bédié, Ouattara et moi-même, c'est de nous conduire de telle façon que nous laissions aux jeunes générations une Côte d'Ivoire pacifiée. C'est ça qui doit être notre objectif. Notre objectif n'est plus de faire des coups pour nous-mêmes. Ce temps est passé. Reste à savoir si ces trois piliers de la politique ivoirienne ont en ligne de mire la présidentielle de 2025. Sujet politique toujours, mais cette fois-ci au Gabon, en prélude aux prochaines élections, les opérations d'enrôlement ont démarré sur l'ensemble du territoire. Mais elles devront se poursuivre jusqu'au 11 juin prochain pour cause une forte mobilisation a été constatée et la police gère au mieux. La police tentait de contenir des Gabonais qui faisaient la queue jeudi devant un centre d'inscription à Libreville. C'est ce 8 juin que devaient prendre fin les opérations d'enrôlement des électeurs dans l'optique des scrutins à venir dans le pays, dans la présidentielle. Mais face à l'affluence, l'échéance a été repoussée au 11 de ce mois. Pour la prochaine présidentielle au Gabon, nous voulons que les élections se déroulent très bien. Nous ne voulons pas qu'il y ait des violences comme ailleurs. Franchement, la future présidentielle, c'est rien que le changement des régimes. Parce que l'ancien ne m'a pas convaincu. Il n'y a pas que moi. J'espère que tout le monde ici sont avec moi. Dans la capitale gabonaise, donc, l'élection présidentielle à venir est déjà dans tous les esprits. Ali Bongo est candidat à sa propre succession. Le président sortant affrontera une opposition qui, de l'avis des Gabonais, peine à trouver ses marques. Sincèrement, à défaut d'avoir une véritable opposition, je pense, moi je voterai pour le régime en place parce que je ne vois pas d'opposition en face. L'opposition gabonaise ira au scrutin présidentiel prévu entre août et septembre en rang dispersé. Elle a déjà enregistré en effet diverses candidatures, dont celle d'une femme, Paulette Missombo, de l'Union nationale de feu André Baobam. La mission onusienne en République démocratique du Congo, MONUSCO, devra se retirer du pays dans les prochains jours. Une décision confirmée par le secrétaire général adjoint des Nations Unies à la demande des autorités congolaises. Les explications dans l'élément qui suit. Un haut fonctionnaire de l'ONU demande une sortie responsable des casques bleus de la République démocratique du Congo. Mercredi à Kinshasa, la capitale, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général des Nations Unies pour les opérations de paix, a répondu à la demande des autorités congolaises et a déclaré que la MONUSCO devrait se retirer du pays déchiré par les conflits aussi rapidement que possible. Nous allons poursuivre évidemment ce travail et en même temps
travailler avec les autorités congolaises pour que, je l'ai dit, le processus de montée en puissance de l'État congolais nous permette, nous, de diminuer graduellement cette présence de la MONUSCO, mais le faire de manière responsable. Encore une fois, je le souligne, il ne faut pas qu'il y ait de vide sécuritaire qui serait fatal à ces populations. Mais les Nations Unies font l'objet de vives critiques au Congo, où de nombreuses personnes considèrent que les forces de maintien de la paix ne parviennent pas à prévenir la violence. Des dizaines de personnes ont été tuées lors de manifestations contre l'ONU l'année dernière. Tout le monde a été préoccupé par les violences intervenues lors des récentes manifestations. Il y a une préoccupation qui s'exprime de la part de beaucoup de nos interlocuteurs quant au discours de haine, au discours xénophobe, au discours misogyne, au discours de confrontation ethnique. Et bien sûr, il est essentiel de mettre fin à ces discours. La force de maintien de la paix des Nations Unies en RDC est présente dans le pays depuis 1999. Elle est l'une des plus importantes et des plus coûteuses au monde, avec un budget annuel d'environ 1 milliard de dollars. Elle compte environ 16 000 personnes en uniforme, principalement déployées dans l'est de la République démocratique du Congo. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a donné raison à la population de la localité de Hammanskraal. Il admet que le gouvernement a fait preuve de négligence sur la question de traitement des eaux usées, un fait qui a contribué à la prolifération du choléra et cette dernière a déjà fait 29 décès. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu à Hammanskraal où 29 personnes sont mortes du choléra. Pour la communauté qui connaît des problèmes d'eau depuis des années, l'épidémie de choléra est un symptôme du dysfonctionnement du traitement des eaux usées, de la médiocrité des infrastructures de canalisation et de la corruption municipale. Elle a accusé le gouvernement d'être à l'origine de l'épidémie mortelle. L'eau qui sort de la station d'épuration de Temba n'est pas propre à la consommation humaine. Nous avons donc vraiment laissé tomber nos habitants de Tshwane et je suis allé jusqu'à l'admettre. Le chef d'État a assuré que des enquêtes sur l'origine de cette résurgence de la maladie se poursuivent. On me dit maintenant que le nombre de personnes qui entrent à l'hôpital avec le choléra a vraiment diminué. Les enquêtes sont toujours en cours pour déterminer enfin la source de ce problème. Après que 165 personnes depuis la semaine dernière se soient rendues à l'hôpital local de Hammanskraal pour des symptômes tels que diarrhée, nausées et vomissements, des tests de laboratoire ont confirmé mercredi 2 douzaines de cas de choléra et 17 personnes sont décédées. Un cessez-le-feu de 24 heures sera observé au Soudan à partir de samedi. On vous l'annonçait dans les titres, une décision sur laquelle se sont convenues armées soudanaises et forces paramilitaires au Soudan suite à une médiation assurée par les forces américaines et celles saoudiennes. Un navire de guerre en provenance d'Égypte a accosté à Port-Soudan. Il transportait 270 tonnes d'aide humanitaire, une bonne nouvelle, dans un pays où 25 millions de civils sont dans le besoin. Le Soudan étant en proie au conflit qui, depuis le 15 avril, a déjà fait 1800 morts et près de 2 millions de déplacés. L'Égypte a accueilli plus de 200 000 Soudanais et continuera à accueillir ces personnes que nous considérons comme des frères dans leur patrie, plutôt que comme des invités d'un autre pays. Alors que les combats se poursuivaient encore, les belligérants ont accepté une trêve de 24 heures, a annoncé vendredi le médiateur saoudien. Ce cessez-le-feu entrera en vigueur samedi. Il s'agit d'une énième trêve après de nombreuses autres qui n'ont quasiment pas été respectées par les troupes des généraux Al-Bourhan et Daglo. Au Canada, la situation reste critique. En date de ce vendredi, plus de 800 000 hectares sont encore touchés par les feux de forêt, selon la Société de protection des forêts contre le feu. Et ceci malgré que les pompiers usent de différentes techniques pour venir à bout des incendies. Selon les autorités québécoises, les incendies ne sont considérés comme complètement éteints que lorsque les pompiers peuvent marcher jusqu'au centre d'une zone brûlée, en plus de s'assurer qu'il n'y a plus de points chauds qui pourraient se rallumer et déclencher une autre incendie.
De retour chez nous pour Palais Sport, 3 millions de francs CFA, c'est la somme que le club de première division nationale Semassi Football Club de Sokodé devra verser aux joueurs juniors d'Ogbache. Un verdict rendu public par la commission de discipline de la Fédération togolaise de football. Les explications d'Afzal Gandé avec la voix de Félicité Chaplin. Après la grande finale de la D1 Lonato disputée le week-end dernier avec le Sacré de Lasco de Kara, le club des guerriers de Tchaoudjo vient d'être sanctionné par la Fédération togolaise de football. En effet, la commission de discipline de la FTF a rendu sa décision concernant la plainte du joueur junior d'Ogbache contre le club Semassi FC de Sokodé pour rupture abusive de son contrat. L'organe juridictionnel a décidé de condamner Semassi FC à payer une amende forfaitaire de 3 millions de francs CFA aux joueurs juniors d'Ogbache conformément aux règlements généraux de la FTF et au règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA. Le club est tenu de verser cette amende dans un délai de 45 jours sous peine d'un intérêt moratoire de 5% par mois. De plus, la commission a ordonné à Semassi FC de rembourser la somme de 50 000 francs CFA aux joueurs qui correspond au prix forfaitaire de la procédure de réclamation conformément au code de discipline et ce dans un délai de 45 jours. À travers cette décision, la commission de discipline veut mettre en valeur l'importance du respect des contrats de travail et des règlements en vigueur pour assurer l'équité et la justice dans le monde du football. Elle rappelle également aux clubs et aux joueurs leurs obligations et les conséquences en cas de rupture abusive de contrat. Notons que les parties impliquées ont la possibilité de faire appel à cette décision auprès de la commission de recours de la FTF si elles ne sont pas satisfaites de la décision rendue par la commission de discipline. C'est sur cette information que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.